J'aimerais remercier toutes les personnes présentes ici et surtout j'aimerais remercier Alyosha et Kantuta pour leur invitation. Leur invitation, elle a été motivée par un néologisme, donc celui de cosmo-opéraïsme, que je vais du coup présenter dans la petite demi-heure pendant laquelle je vais vous parler. Et c'est un néologisme que j'ai construit au fil de mes recherches de thèse sur les nouvelles théories de l'émergence du capitalisme. Et donc je vais d'abord présenter la construction du néologisme avec ces deux éléments, cosmo et opéraïsme. Et ensuite, je vais esquisser quelques propositions cosmo-opéraïstes qui sont comme des axes de recherche, pour certains que j'ai développés dans ma thèse, d'autres qui seront à développer plus tard. En tout cas, tout ça est évidemment à déplier dans les discussions qui suivent éventuellement. Et voilà. Du coup, je commence et je vais illustrer ces propositions beaucoup par des choses tirées de ma thèse, donc sur l'histoire, la question de l'émergence du capitalisme. Donc pour commencer, on va prendre la première partie du néologisme, cosmo, qui est sans doute la plus évidente. Elle vient du grec cosmo, qui en grec ancien et moderne, qui signifie monde. Et je le mobilise en fait pour faire référence et me situer dans la continuité d'une série de travaux en sciences sociales qu'on peut dire depuis 25 ans, qui sont bien consolidés, qu'on regroupe sous le nom de tournant ontologique. Alors, c'est pour les noms les plus connus dans l'espace francophone, on va dire qu'il y a par exemple Philippe Descola, Nastasia Martin, Eduardo Viveros et Castro. Et pour moi, un des apports de ces travaux, c'est le suivant, c'est que on ne peut pas parler de monde de manière univoque. On ne peut pas parler de monde comme s'il n'y en avait qu'un seul. Un des apports de ces travaux, c'est de dire que d'une forme de vie collective à une autre, les manières de considérer ce qui fait un monde sont tellement différentes qu'on devrait toujours parler de monde au pluriel. Par exemple, comment considérer que ce sont les mêmes mondes quand on a d'un côté, pour prendre l'opposition classique maintenant dans ces travaux, d'un côté des animistes qui considèrent que chaque entité vivante, voire parfois non vivante également, est dotée d'un esprit, et un monde capitaliste qui considère que seuls les humains sont dotés d'un esprit et que le reste n'est que objet disponible pour l'appropriation et l'usage de l'humanité. Donc il y a clairement deux mondes, et de là on peut multiplier les mondes en fonction d'énormément de critères. En même temps, et c'est pour ça que j'ai décidé de lier ce préfixe cosmo à opéraïsme, un problème récurrent de ces travaux, c'est de traiter les mondes comme des ontologies. Alors je ne sais pas à quel point ici chaque personne est familière avec le mot ontologie, mais initialement c'est plutôt un registre de discours philosophique qui a à voir avec construire un système pour dire l'ensemble de ce qui existe. Et du coup, le risque de traiter les mondes et les formes de vie collective comme des ontologies, c'est de les traiter justement comme des œuvres philosophiques, des choses finalement relativement homogènes et où on ne comprend pas bien d'où ça vient, comment c'est construit au quotidien, quels conflits aussi les trament et comment est-ce que ces mondes peuvent s'opposer. Du coup, on présente souvent les conflits de mondes dans le tournant ontologique comme des conflits qui seraient comme essayer de comparer Descartes et Spinoza. Alors que comparer des formes de vie collective, ça devrait relever sans doute d'un peu autre chose. C'est ce qu'on retrouve par exemple dès qu'on a des énoncés du type les Achuars pensent que versus les Occidentaux pensent que. En fait, c'est des énoncés proprement invérifiables. En général, quand on dit les Achuars pensent que, on s'appuie sur un travail d'un anthropologue qui a parlé avec un ou deux chamans et qui n'a pas été vérifié que tous les Achuars pensent que. En fait, souvent, il y a des conflits sur ces énoncés centraux. Bon, et donc pour mettre l'accent sur oui, il faut préciser quand même qu'il y a toute une série de travaux justement proches du tournant ontologique qui sont engagés vers cette question de à quel point les mondes eux-mêmes sont hétérogènes et comment est-ce que peut y avoir des frictions dedans. Je pense aux travaux de Anat Singh. Mais on va rentrer dans le détail de tout ça un peu plus loin dans l'exposé. Je l'ai lié du coup le préfixe cosmo au terme d'opéraïsme. Parce que l'opéraïsme est un courant
un courant de pensée marxiste qui met particulièrement l'accent justement sur le conflit. C'est un courant qui nous vient, donc, tu l'as dit, Cantuta des années 60 en Italie. Et pour le dire assez vite, on peut dire que pour le marxisme opéraïste, l'histoire est bien l'histoire de la lutte des classes, mais dans ce marxisme-là, la lutte des classes n'est pas déterminée par des causes socio-économiques extérieures. Elle est déterminée par des antagonismes politiques qui sont relativement autonomes des enjeux, des conditions matérielles. Relativement autonomes, je dis bien. Du coup, ça veut dire que pour l'opéraïsme, la classe ouvrière, par exemple, elle existe en tant qu'elle se pose comme ce dont dépendent les capitalistes. C'est-à-dire qu'elle renverse l'énoncé classique des capitalistes qui disent vous existez grâce à nous, nous créons des emplois, etc. La classe ouvrière existe à partir du moment où elle pose que non, ce sont les capitalistes qui existent grâce aux ouvriers. C'est une manière de résumer l'opéraïsme que j'emprunte à Léna Ballot, dont vous connaissez peut-être le livre coécrit avec Antoine Chopeau, Nous ne sommes pas seuls. Et qui était intervenu ici dans le cadre du festival il y a 3 ans. La même année, d'ailleurs, je n'ai pas oublié de le préciser, mais dans laquelle Frédéric avait participé en distanciel à la criée. Voilà, mais tout est dit. Et bon, de manière générale, tout cet exposé, c'est en partie une discussion avec Léna, donc voilà, qu'elle en soit remerciée. Mais donc ça veut dire que du point de vue de ce marxisme-là, la lutte des classes, c'est pas un processus historique un peu automatique qui s'impose de l'extérieur, c'est un processus directement politique qui oppose une lutte pour l'autonomie ouvrière à une politique du commandement capitaliste, qui s'efforce de garder le contrôle. Et alors là, on peut venir à l'étymologie d'opéraïsme, qui vient de operaio en italien, et qui peut signifier ouvrier. Et c'est la raison pour laquelle souvent on traduit opéraïsme par ouvriérisme, mais en fait on ferait mieux de le traduire par autonomisme ou marxisme autonome. Parce que l'important, vous l'avez entendu j'espère dans ce que je viens de dire, et sinon on reviendra dessus, l'important dans l'idée d'autonomie ouvrière est moins la figure historique des ouvriers et des ouvrières que la question de l'autonomie. En tant que, à ce moment-là en Italie, ces marxistes considèrent que ce sont les ouvriers et les ouvrières qui fabriquent réellement le monde. Et pas les capitalistes. Et donc, ils peuvent défaire le monde du capitalisme. Bon, et donc de là, croiser Cosmo et opéraïsme, ça engage des espèces de chassés-croisés qui, pour moi, étaient assez heuristiques. C'est que d'un côté, l'opéraïsme, alors il est très intéressant sur cette question du conflit, de l'antagonisme, mais il est extrêmement moderne. De Mario Tronti et Antonio Negri, qui sont ces deux porteurs les plus connus, la lutte des classes vise à réaliser les potentialités de la modernité. Alors que, d'un point de vue informé par le tournant ontologique, on dira plutôt qu'il n'y a pas que la modernité comme monde qui continue de persister, même sur un territoire comme la France. Il y a une multiplicité de mondes, et c'est justement cette pluralité de mondes qui permet de nourrir des antagonismes à l'égard du monde capitaliste et du monde moderne. Et en retour, et c'est là que ça fait vraiment des chassés-croisés, il faut aussi tenir à l'idée que même dans ces mondes non capitalistes, il y a des conflits. Là aussi, il y a des conflits, et il faut savoir travailler cet ensemble de conflits. Pour donner un exemple très simple, par exemple, si on peut constater qu'il y a une opposition entre des mondes, qu'il y a eu une opposition entre des mondes autour des méga-bassines à Sainte-Soline, entre, je reprends l'expression de Christophe Bonneuil, un monde prêt à tuer pour un tas de terre et un monde qui était prêt à défendre le vivant au risque de cette volonté de défense à tout prix. Il faut aussi tenir compte du fait que parmi les manifestants et les manifestantes, il y avait des conflits quant à comment est-ce qu'on fait exister un monde plus égalitaire, un monde où le soin est une valeur centrale, etc. Donc vous voyez le chassé-croisé, cosmo-opéraïsme. Bon. Pour essayer de travailler cet alliage, je m'appuie, ça vient pas de nulle part, donc ça vient de beaucoup de conversations avec Léna Ballot. Littéralement, c'est un SMS, je lui ai demandé, est-ce que tu sais si quelqu'un a déjà dit cosmo-opéraïsme, quelqu'un l'a déjà inventé? Elle m'a dit non, et je lui ai dit, bon,
Ça peut être une bonne Lina idée. Ballot étant la science infuse. Ouais. Oui, effectivement, elle n'a pas la science infuse, mais c'est vrai qu'étant versée dans l'opéraïsme, il y avait des chances qu'elle sache un peu ça. Bon, mais je m'appuie aussi sur d'autres auteurs et autrices contemporaines. Donc, les auteurs et autrices que je travaille dans ma thèse, Félix Guattari et Gilles Deleuze, Silvia Federici, Jason Moore, David Graeber, et d'autres personnes qui me sont plus proches, Bernard Aspe ou Geneviève Pruvot. Bon. Et donc, dans ce qui suit, je vais vous présenter un peu les contours de ce que ça pourrait être une approche cosmo-opéraïste. Avec une série de quelques propositions. Je ne vous dis pas le nombre parce que je vais moduler en fonction du temps. Donc, la première proposition, c'est la pluralité des mondes n'est pas donnée. Elle est tramée par des pratiques et des collectifs en conflit. Alors ça peut paraître une proposition un peu évidente, mais avec cette proposition, j'essaie de revaloriser l'idée de conflit, qui souvent, par peur de la guerre, est minorée. En fait, souvent on présente, par exemple Bruno Latour a beaucoup présenté l'époque contemporaine depuis les années 2000 comme une époque de guerre des mondes, et donc il proposait pour régler cette situation et éviter l'apocalypse que faisait peser sur nous, la menace d'apocalypse que faisait peser sur nous cette guerre des mondes, une diplomatie où chaque monde devrait réussir à mieux se présenter les uns aux autres, sans minorer les conflits irréductibles liés à la traduction, parce que se présenter dans les langages du monde d'un autre, c'est toujours un enjeu. Mais en même temps, ce qui était un peu gommé avec cette idée de diplomatie, c'était le conflit politique, comme on a pu le voir justement, pour reprendre l'exemple de Sainte-Soline, dans le cas de manifestations un petit peu offensives. Donc la peur de la guerre, entre guillemets, risque de mener à un désir de paix et de consensus en gommant les champs du conflit. Et je vais donner un exemple à partir de Silvia Federici de pourquoi ça peut être intéressant de penser le conflit positivement. On aurait pu prendre d'autres exemples. Il y a par exemple Sarah Schulman qui a écrit un livre assez connu maintenant qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression ». Mais... Pardon ? Ah, je connais pas, ouais. Ah oui, si, Benassayag, oui, bien sûr. Ah voilà, du coup, l'éloge du conflit de Benassayag qu'il faudrait rajouter à cette liste. Miguel Benassayag, oui, merci. Et donc, pour prendre l'exemple avec Silvia Federici, donc, je ne sais pas qui est familier ou familière de ses travaux, mais dans son excellent livre Caliban et la sorcière, elle qualifie l'émergence du capitalisme d'une guerre mondiale contre les femmes. Et c'est une expression qu'on peut entendre en deux sens différents. D'abord, en un sens purement topologique ou géographique, de dire c'est une guerre d'envergure mondiale qui relie l'Écosse à l'Amérique du Sud à travers la pratique du meurtre public de femmes sur des bûchers qualifiées de sorcières. Mais c'est aussi une guerre mondiale dans un second sens, au sens où c'est une guerre contre les mondes des sujets féminins. C'est ce que dit Federici. Et de là, la formation du capitalisme, elle peut être comprise comme le résultat contingent d'une lutte entre plusieurs mondes, et donc d'initiatives politiques entre d'un côté la classe capitaliste naissante et de l'autre des classes populaires dans lesquelles les mondes de sujets féminins jouaient un rôle décisif. Si les capitalistes ont gagné, c'est parce qu'ils ont réussi à jouer sur des conflits internes à ces mondes des classes dominées. Ils ont joué notamment sur les conflits de genre. Effectivement, les capacités d'autonomie matérielle et symbolique des classes populaires dans l'Europe médiévale est reposée en bonne partie sur l'autonomie des femmes en termes d'usage des communaux, en termes aussi d'autonomie dans les villes pour occuper des professions, en termes de pratiques de soins, etc. Et pour autant, tout ça, ces classes populaires ne formaient pas un monde harmonieux. Il y avait plein de conflits entre les paysannes et les artisanes. Je féminise parce qu'en fait, c'est un truc assez peu su, mais il y avait des artisanes au Moyen-Âge, entre les chrétiens, non-chrétiens et hérétiques, et aussi entre les hommes et femmes. Et du côté des dominants aussi, en fait, il y avait plein de conflits entre protestants et non-protestants, entre les autorités séculières et les autorités religieuses. Mais du coup, tout ça, ce qui est intéressant avec le constat de Federici, que c'est les classes capitalistes qui ont réussi à jouer sur les conflits au sein des mondes dominés, c'est que c'est un constat qui ne mène pas à dévaloriser le conflit. Au contraire, c'est un constat qui le met au centre et qui le laisse au centre de la scène politique et qui dit que les conflits, il faut savoir les habiter et les accentuer.
si ce qui a condamné les révoltes féodales, c'est la division entre hommes et femmes dans les mondes dominés et la destruction des mondes de sujets féminins, pour Federici, c'est un appel à réparer ce tort historique dans les luttes présentes et futures et à dire que les hommes au passé auraient pu s'allier avec les femmes et défendre les femmes et que donc ils peuvent encore le faire aujourd'hui. Bon, voilà. Voilà pour la première proposition sur l'idée, j'espère qu'on a vu l'intérêt de penser les mondes à partir de la question des conflits. J'enchaîne sur ma deuxième proposition, qui est le point de vue de l'antagonisme et ce qui permet de différencier les formes de vie. Parce que Federici s'y a construit cette histoire du capitalisme qui est vraiment sans doute une des synthèses les plus fortes. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, aussi, mais dans les 25 dernières années, c'est un des livres les plus forts, moi, que j'ai lu là-dessus. Elle le construit pas n'importe comment, elle le construit depuis un point de vue antagoniste, qui est un concept particulier de l'opéraïsme. Et qui n'est pas équivalent à ce qui est mieux connu maintenant grâce aux épistémologies féministes, à savoir le point de vue situé. En effet, le point de vue de l'antagonisme, bon, il a une généalogie un peu compliquée, mais Walter Benjamin, qui est une source de l'opéraïsme, en a donné une définition très succincte dans ses thèses sur la philosophie de l'histoire, dans ses thèses sur le concept d'histoire, composées à la fin des années 1930, enfin au fil des années 30 et surtout à la fin en fuyant l'avancée du fascisme. Il dit « Le sujet du savoir historique est la classe combattante, la classe opprimée elle-même ». C'est dans la 12e thèse. Et Mario Tronti va élaborer en fait sur cette idée et il va renverser pas mal d'idées préconçues. Il va dire, en fait, c'est parce que c'est la classe ouvrière en tant qu'elle est une partie de la totalité capitaliste qui peut connaître cette totalité. Donc il renverse l'idée que la partialité serait une limite pour la connaissance. C'est souvent ce qu'on pose. Lui, il renverse le truc, il dit, c'est justement d'un point de vue irréductiblement partial, être dans et contre une totalité sociale, qu'on peut connaître avec justesse cette totalité sociale. Pour moi, c'est une idée qui est assez importante pour éviter pas mal de malentendus, notamment dès qu'on parle de logique de pouvoir, que ce soit le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat, le validisme, en fait, on parle depuis un savoir qui n'est pas objectif et impartial. On parle depuis une partialité qu'il faut assumer, qui a des éléments d'objectivité, des faits, des chiffres, des récits, etc., mais qui ça ne tient pas juste à ça. Quand on parle de logique de pouvoir comme ça, c'est qu'on part d'un antagonisme qu'on cherche à sentir, à déplacer et à intensifier. Et donc, on ne fait pas que, en réclamant un savoir situé, essayer d'ajouter une perspective jusque-là minorée pour compléter le tableau de la réalité. On ne fait pas non plus que essayer d'élaborer un savoir dont la vérité se réduirait à son efficacité pragmatique. C'est vraiment une prise de parti de dire, pour prendre un exemple, bon, ça pourrait être l'exemple, par exemple, on pourrait reprendre des éléments de ton exposé, Aurélien, sur, tu disais, il y a un conflit irréductible entre les personnes qui considèrent que le salaire se mérite et les personnes qui considèrent que le salaire est la base à partir de laquelle on peut commencer à travailler, produire, créer, etc. Un autre exemple, ce serait, par exemple, chez Jacques Rancière, il a très bien élaboré cette idée qu'il n'y a pas de solution médiane entre prendre le parti de l'égalité ou prendre le parti de l'inégalité. Soit on part du principe que tout le monde est égal, soit on part du principe de l'inverse, mais il n'y a pas de point médian. Il y a des conflits irréductibles. Et c'est une prise de parti. Ça ne veut pas dire qu'on s'attache à sa vérité comme ça et on dit c'est ma vérité, j'y tiens et c'est tout. C'est au contraire des vérités qu'il faut constamment essayer de mettre à l'épreuve, empiriquement, politiquement, spéculativement. Et il me semble que c'est aussi important dans une conjoncture de consolidation du fascisme, parce que très souvent les analyses du fascisme partent au contraire du principe qu'il y a des gens bien éduqués qui sont dans le vrai et qui vont éduquer des ignorants qui votent contre leurs intérêts. Je crois qu'une bonne analyse du fascisme devrait partir au contraire du principe qu'il y a conflit irréductible quant à des vérités antagonistes. Les fascistes ne seront pas éduqués. Bon.
Dans le cadre des histoires du capitalisme, il y a David Graeber, donc sur lequel je travaille, qui a assez bien cerné les implications d'un tel point de vue antagoniste. C'est une remarque que j'aime beaucoup dans son livre Dette, où il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires du capitalisme qui, prétendant adopter des catégories d'analyse objectives, en fait, ratent leur objet. Je vais lire la citation. « Pouvons-nous vraiment utiliser les méthodes de la science économique moderne, élaborées afin de comprendre comment opèrent les institutions économiques contemporaines, pour décrire les batailles politiques qui ont conduit à la création de ces mêmes institutions. Le problème n'est pas seulement conceptuel, il est aussi moral. Adopter une approche macroéconomique que l'on pourrait croire objective aux origines de l'économie mondiale, c'est considérer que les comportements des premiers explorateurs, marchands et conquérants européens sont des réactions rationnelles à des opportunités, comme si c'était ce qu'aurait fait n'importe qui dans la même situation. Or, c'est un fait historique, un des rares faits historiques vérifiables comparativement. On sait que n'importe qui dans une situation analogue et avec les mêmes moyens n'a pas fait la même chose. Par exemple, la Chine des Ming, au XVe siècle, était en position de créer un système colonial esclavagiste, ultramarin et écologiquement destructeur, et elle ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas ça pour dire la Chine était meilleure, mais il s'agit au contraire, par comparaison, de souligner à quel point les initiatives politiques capitalistes sont singulières et qu'il a fallu des subjectivités très spéciales. Que Graeber, il dit, il a fallu des subjectivités capables, je cite, d'une cupidité portée à des proportions mythiques et avec assez de pouvoir pour que ce type même de cupidité devienne une évidence historique, quelque chose d'objectif. Voilà. Et percevoir ça, ces subjectivités, on ne peut le faire que depuis un point de vue partial. Sinon, on reste avec des récits qui, en recourant juste à des analyses objectives, finissent toujours par dire « Ah, c'est plus compliqué. Est-ce que vraiment le capitalisme, c'est différent des autres formes de vie ? On ne sait pas trop. » Voilà. Je vais enchaîner sur... Il y a des coupures un peu brutales, c'est parce que j'ai raccourci le texte pour que ça passe. Je vais enchaîner sur la troisième... en même temps, la forme des propositions permet la discontinuité, donc j'enchaîne sur ma troisième proposition, qui porte en fait sur l'ontologie capitaliste. Et ma proposition, c'est de considérer que le motif du fondement est l'armature des formes de vie capitalistes. Et que l'ontologie cosmo-opéraïste prend son contre-pied en étant anarchique. Je vais déplier ça. Le capitalisme, historiquement, a rendu évidente une ontologie très spécifique, c'est-à-dire une idée de la nature, du cosmos, de ce qui compose la réalité, comme si c'était un ordre régi par des lois. On ne s'en rend pas compte parce que c'est extrêmement banal, mais en fait, à l'échelle historique, c'est très singulier. Et dans ce cadre-là, il appartient à des philosophes, des ingénieurs, des scientifiques de chercher et d'établir ces lois afin d'y conformer plus ou moins pacifiquement ou violemment les comportements individuels et collectifs. Or, il existe un terme dans la philosophie occidentale pour désigner simultanément ces trois dimensions du fondement, donc un ordre qui est là, sur lequel on peut s'appuyer pour commander et connaître, et qui est stable, d'un ordre réglé par des lois, et du commandement. C'est le terme grec, donc je vais le dire comme quand on lit en français, le terme grec d'arché, qui devrait se lire archi, il me semble. Par exemple, dans la métaphysique d'Aristote, chaque chose, chaque être, un animal, une cité, un végétal, a une arché. Et cette arché, c'est à la fois son germe, son point initial, ce qui va guider sa vie, et en même temps ce grâce à quoi on peut trouver des prises sur cette vie pour la gouverner. Et en fait, au moment de l'émergence du capitalisme, c'est un concept qui va être retravaillé dans la scolastique médiévale et par les savants occidentaux, et peu à peu fournir les éléments de ce concept de loi, notamment dans toute la philosophie mécaniste, qui est... faut absolument lire le livre de Caroline Merkant, La mort de la nature, qui a été traduit il y a quelques années en français, mais qui est un classique des années 80, et qui considère que l'humanité est cette espèce singulière. Alors on peut dire que c'est voulu par Dieu ou pas, que c'est juste le résultat de l'évolution, peu importe en fait que ce soit séculier ou pas.
qui a le droit d'exploiter gratuitement l'ensemble de la nature, que tous les êtres, par exemple les animaux, ne seraient que des machines. Et en fait, progressivement, donc, je ne sais pas si tu as encore l'iceberg, mais l'iceberg qu'on a vu ce matin, avec toute cette question du travail d'habitude valorisé, et dans la part immergée de l'iceberg, tout le travail invisible, donc le travail domestique, le travail du renouvellement des sols, le travail de l'eau, le travail des esclaves, tout le travail gratuit non payé, en fait, va être mis du côté de cet ordre régi par des lois, et va être dévalorisé pour permettre la valorisation capitaliste. Bon. Et donc, si on part de cette idée que le capitalisme, du coup, a une ontologie qui repose sur quelque chose comme une archi-nature, et non pas sur la nature tout court, mais une archi-nature, donc cette espèce d'ordre englobant dans lequel chaque chose est censée être régie par des lois. Et d'ailleurs, petite incise, mais peu importe que cet ordre de la nature soit pensé comme stable à partir de substances données de toute éternité, ou qu'elle soit pensée comme processus. Par exemple, dans l'extrême droite contemporaine, il y a une obsession actuelle qui est la carte des QI, qui est une carte absolument infâme, qui montrerait que, en gros, en Occident, les gens seraient plus intelligents, en Chine aussi, mais que le reste du monde, et en particulier l'Afrique et l'Amérique du Sud, auraient des moyennes de QI plus basses. C'est contestable à 1000 égards et de 1000 façons, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des racistes très différents qui s'accordent. Il y a des racistes qui pensent que c'est parce qu'il y a des races de toute éternité qui sont inférieures et d'autres supérieures, et il y en a d'autres qui vont dire « oui, mais non, c'est parce que l'Afrique n'a pas eu des conditions socio-économiques privilégiées, alors ils sont un peu plus cons ». Mais le résultat est le même, c'est une position raciste qu'on adopte à cause de processus ou à cause d'une idée de substance éternelle. Bon. Toujours est-il que si on s'accorde à penser l'ontologie du capitalisme comme ça, et que si on recherche un antagonisme ajusté, alors, contre une ontologie de l'archi-nature, on peut porter une ontologie anarchique. Sachant que l'anarchie, ce n'est pas, comme on le croit souvent quand on ne connaît pas forcément bien l'anarchie, ce n'est pas poser une bonne ou une véritable nature comme fondement d'une critique du capitalisme à laquelle il faudrait revenir. L'anarchie, au contraire, c'est la contingence radicale qui donne prise tant aux formes de vie hiérarchiques qu'aux formes de vie égalitaires. Comme l'ont suggéré de bien des manières, à la fois d'un côté Félix Guattari et Gilles Deleuze, surtout dans Mille Plateaux, ou beaucoup plus récemment, et mieux connu aujourd'hui, je pense, oui, mieux connu, en tout cas mieux vendu en librairie, David Graeber et David Wengrow dans leur livre « Au commencement était ». Donc, une ontologie anarchique n'offre aucune garantie, ni ne détermine, ce serait paradoxal, aucune politique. Elle permet simplement de poser le constat que la politique est nécessairement affaire de prise de parti irréductible quant à ce qui doit composer le monde. J'enchaîne sur la quatrième proposition qui est plus ou moins liée. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, ça va ? C'est bon, parfait. La proposition 4 qui est l'acosmisme est un mauvais diagnostic. Je ne sais pas si c'est un diagnostic duquel vous êtes familier. L'idée d'acosmisme, c'est l'idée, donc c'est Hannah Arendt qui le formule sans doute le plus canoniquement dans La condition de l'homme moderne et en s'inspirant en bonne partie de Heidegger, mais qui va considérer que la modernité est justement c'est une absence de monde. C'est-à-dire que, alors j'ai plus tout l'argument en tête, peut-être que quelqu'un l'aura ici, mais que globalement, étant donné l'artificialisation et la perte de contact et de symbolisation collective, on a perdu le monde. On vivrait dans l'acosmisme. Et ça a servi à beaucoup de critiques encore contemporaines, parfois de critiques très radicales, à du coup définir la modernité comme le règne du faux, le règne des machines contre la vie authentique, des choses très dichotomiques, où la modernité est cette espèce de truc qui est un peu l'équivalent du mal, alors qu'il faudrait revenir à quelque chose de non moderne, supposé forcément bon. Et je pense que partir d'une ontologie anarchique, considérer le capitalisme comme monde, ça permet de éviter cette facilité, et justement de comprendre comment ça se fait que si le capitalisme est si faux que ça, comment ça se fait qu'il tienne depuis autant de siècles.
Et en évitant la facilité de juste considérer que c'est faux, et en comprenant comment ça tient, on comprend aussi où l'attaquer, je pense. Ce qui m'amène à ma 5e proposition, qui est une proposition plutôt politique, et je vais juste m'hydrater pour avoir le... Alors, ma proposition 5, c'est un sujet politique ajusté au temps présent, pourrait s'appeler le planétariat, habité par un cosmo-pessimisme. En fait, je l'ai rajouté à la base comme proposition parce que l'opéraïsme, c'est pas un courant de pensée universitaire initialement. Enfin, il y avait des gens qui avaient des postes universitaires, mais c'est quelque chose qui est né d'enquêtes ouvrières auprès des ouvriers et des ouvrières et des gens qui luttaient. C'est un courant politique. Du coup, il y a quelque chose de l'ordre d'être conséquent quand on parle d'opéraïsme. Le minimum, c'est avancer des propositions politiques. Donc j'ai essayé de le faire. Et si on part du constat que un des problèmes auxquels on fait face, c'est la dégradation. On peut partir de ce constat. Un des problèmes auxquels on fait face, c'est la dégradation destructrice de la planète. Évidemment, la planète survivra à l'humanité, au capitalisme, etc. A priori, sauf si on invente vraiment des trucs dingos. Mais la planète, même si elle nous survit, elle abrite un ensemble très densément intriqué de logiques, d'équilibres, de milieux, de systèmes qui permettent l'existence de formes de vie collectives et multispécifiques, impliquant un nombre incroyable d'espèces, dont certaines, on n'a même pas idée qu'elles existent dans les fonds marins, et on en fait partie. En cela, la planète est bien ce que Frédéric Néra appelle une condition inconstructible, c'est-à-dire on ne pourra pas la reconstruire. Et cette condition inconstructible est menacée. À travers une dynamique non linéaire et provoquée par le capitalisme, on s'approche de jour en jour d'une dépossession de cette condition planétaire. Et c'est pour ça que je parle de planétariat. Le prolétariat, c'est ceux qui ne sont rien. Et le planétariat, ce serait ceux qui risquent de ne plus avoir de planète, en tant que condition inconstructible. Et par analogie avec un courant de théorie critique, on pourra revenir là-dessus en discussion si vous voulez, mais par analogie avec l'afropessimisme, promu en France par Norman Najari notamment, je propose d'imaginer un cosmopessimisme, c'est-à-dire une perspective politique qui part du constat pessimiste que tant que le monde des militants du capital tient, les autres mondes n'ont aucun espoir. Ils n'ont pas d'espoir dans le monde du capital. Et pour autant, nous n'avons, au-delà de ce constat, que peu d'idées quant à comment s'y prendre pour débarrasser la planète de l'économie, du patriarcat, de la colonialité et des autres logiques de pouvoir. Ce monde emportera autant de monde avec lui qu'il en faudra pour qu'il continue, et ce jusqu'au dernier instant. C'est ce qui a mis en scène assez bien le film Don't Look Up. Avec tout ce qu'on peut redire par rapport dans ce film, et contre les conséquences de ces initiatives politiques destructrices. Donc un planétariat pourrait tenir l'antagonisme, parce que c'est bien l'antagonisme qui nous manque. Là encore, je vais citer Norman Najari, enfin pas le citer mais le paraphraser. Il le disait dans un texte récent intitulé « La catastrophe que nous voulons ». On ne manque pas de capacité à élaborer des mondes autres, des mondes plus désirables. On arrive à créer des alternatives. Lui, il prend l'exemple des esclaves dans les plantations dans le sud des États-Unis. Il dit même les esclaves dans les plantations arrivaient à créer des institutions alternatives. Leur problème n'a jamais été de créer des mondes autres. Leur problème, ça a été de détruire le monde qui les menace. Le planétariat, dès lors, ce serait comme une matrice de subjectivation politique gravitant autour de cette condition planétaire, en lutte anarchique et par tous les moyens contre la pauvreté en monde, en tant que celle-ci est générée par la mise au travail à la fois généralisée, hiérarchisée et différenciée des êtres de cette planète. Cette subjectivation ne viendrait pas englober les autres matrices de subjectivation contemporaines, donc féministes, queer, décoloniales, antiracistes. Elle s'y ajouterait
comme elles s'ajoutent à elles, pour former une constellation d'antagonismes capables de mettre en déroute le technofascisme militariste qui est en voie de consolidation et qui forme un continuum qui va de la destruction aussi sadique qu'algorithmique de la Palestine à la radicalisation de la classe bourgeoise en France qui, d'année en année, des gilets jaunes au mouvement contre le génocide à Gaza, en passant par les émeutes contre les meurtres policiers, répriment les mouvements politiques et implantent toujours plus de conditions pour mener leur contre-révolution à venir. Et si une approche cosmo-opéraïste peut jouer un rôle dans cette conjoncture, elle est du côté du désarmement de ces opérations de pouvoir. Dans le domaine de l'histoire, c'est un désarmement rétrochronique qu'elle s'acharne. Là, je reprends contre lui un concept du philosophe néo-réactionnaire Nick Land. C'est-à-dire que si on considère que l'émergence du capitalisme... Récemment, de néo-réactionnaire. C'est ça, oui, c'est qu'il a fait un tournant réactionnaire. Ben, c'est toute la question. J'ai des discussions avec des amis qui connaissent Guillaume Huguet, qui est auditeur chez Audimat, qui a beaucoup participé à l'édition, par exemple, de Mark Fisher et d'autres gens comme ça. C'est une question d'à quel point il était déjà fasciste ou pas. Et là, moi, en lisant dans la continuité l'ensemble de ses textes, par exemple, il y a toujours eu cette obsession pour l'intelligence et la formation de ce qu'il appelait à l'époque les technosapiens comme classe plus intelligente que les autres, et qui est aujourd'hui le socle de ce qu'il appelle son hyperracisme. Mais il a toujours été complètement fou, d'abord. Ça, tout, oui. Ouais. Ça, oui. Oui, trop d'acide peut vous faire ça. Bon, et quand je dis désarmement rétrochronique, en fait, ça veut dire que si on considère que l'émergence du capitalisme, c'est un passé qui nous est encore contemporain, quelque chose qui nous travaille encore, alors il faut continuer à le désarmer par des réinterprétations de cette histoire. C'est la seule manière qu'on a de mener à la résurgence de futurs perdus et à la réactivation d'autres futurités post-capitalistes. Voilà, merci pour votre écoute. J'aurais bien aimé faire réagir Frédéric. En fait, il va évidemment nous présenter son dernier livre, mais il y a une thèse assez centrale en fait sur la question des temporalités, non temporalités qui ne sont pas accordées au temps dominant du capital, ou plutôt comment, si je résume une de tes thèses dans ce livre très riche, combien Lénine, cette idéalité d'un monde, d'un mouvement politique unifié, ou je ne sais pas comment il faudrait le qualifier, mais ne permet pas de laisser le temps à ses propres décalages temporels. Enfin, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup dans ton livre. Bon, je veux dire, il y a peut-être un point à cet endroit-là de discussion entre vos deux propositions. Non, je m'interrogeais plus particulièrement aussi sur la notion de planétariat, puisqu'on a bien compris qu'elle émerge en fait à la fois depuis être le tournant ontologique de l'écologie, comme tu l'as rappelé toi aussi. Mais bon, parmi ce paysage-là, Bruno Latour a été quand même une des figures assez centrales ces dernières années. Et il y a un travail très conséquent, disons, qui est fait, on va le dire, à l'aile gauche de son travail depuis un certain temps. Elena Ballot, sans doute, travaille depuis un moment à cet endroit-là aussi. Mais il avait proposé cette notion de terrien, et dans ce travail avec un jeune chercheur qui s'appelle Nicolas Schultz, quelque chose comme ça, la notion de classe écologique, bon, et qui a quand même été très largement discutée et qui a été rendue relativement discutable, qui sont les terriens, disons, à partir de quoi précisément des conflits de monde peuvent émerger, je sais pas, il y a plein de débats, disons. Donc peut-être c'est cette question d'échelle, peut-être sur laquelle j'aimerais bien que tu reviennes. Tu as dit plusieurs fois d'ailleurs à la fin de ton exposé le monde, alors qu'on était plutôt parti sur les mondes au tout début, donc j'ai eu l'impression qu'il y a une sorte de petit reglissement. Donc le planétariat est quand même a priori quelque chose qui relève de la planète et donc d'un tout et non pas d'un conflit interne après. Donc peut-être est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion de planétariat pour la clarifier un tout petit peu à mes oreilles. Maintenant ou après ? Ouais. Oui, effectivement, le concept de géoclasse de Latour, celui de terrien et de terrestre aussi, qui a notamment donné lieu à la création de la revue terrestre,
Tout ça, c'est des choses qui m'ont nourri aussi. Là, avec l'idée de planétariat, bon, en fait, il y a l'idée de chercher l'antagonisme le plus vaste possible. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup, disons à partir beaucoup dans les années 2000-2010, mais ça sur la chronologie, vous me corrigerez. En fait, ça vient sans doute d'avant. Mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé mon éducation politique, entre guillemets, on avait beaucoup le mantra partir de là où on est, qui me semble une très bonne idée. Et en même temps, qui a posé plein de problèmes. Enfin, moi, je sais pas, je me souviens avoir participé à des mouvements d'occupation qui essayaient de faire des liens entre plein de formes d'occupation, des ZAD, des facs, d'usines, des choses comme ça, justement dans le sillage de 2016. Et en fait, la difficulté, c'était une fois qu'on est parti de là où on est, c'est comment on se joint aux autres. Depuis quelques années, justement dans le cadre du séminaire La division politique, c'est une proposition de Bernard Asp de dire, en fait, il faut qu'on arrive à ajouter quelque chose à la situation. Il ne faut pas juste partir de là où on est, il faut également réussir à ajouter quelque chose qui n'existe pas encore et qui vise l'antagonisme le plus vaste possible. Aussi parce qu'il semble bien, dès que c'était déjà vrai au milieu du XXe siècle qu'une révolution communiste dans un seul pays ou une seule région échouerait. L'exemple classique évidemment est la guerre d'Espagne, mais du coup avec la proposition très spéculative de planétariat, il s'agit de viser le niveau le plus vaste possible. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que précisément l'un des problèmes en fait en termes de mobilisation, quoi. Qu'est-ce qui permet de mobiliser, qu'est-ce qui démobilise, qu'est-ce qui empêche, en fait, la notion de planète. Qui se bat pour la planète? Enfin, c'est toujours ça le problème des mouvements climat de manière générale, c'est qu'en fait, le territoire, d'ailleurs, c'est pour le coup, peut-être une des phrases qu'on retiendra, parmi les rares phrases qu'on retiendra de Bruno Latour, c'est ça, c'est que les gens se battent pour un territoire, mais personne se bat pour le paysage, ou quelque chose qui serait à distance, ou qui serait une sorte de concept comme ça, très englobant, qui serait une sorte comme le Timothy Morton, qui serait une sorte de le concept clé de Timothy Morton sur ces grands concepts comme le climat, etc. Les hyper-objets, une sorte personne ne peut se mobiliser, d'accroche réelle avec un concept aussi vaste, quoi. C'est ça la question que je voudrais te poser, quoi. Après, du coup, je pense que c'est une question. Moi, ce que je peux faire dans le cadre, c'est pas c'est un peu beauté en défense, mais c'est beauté en touche, mais c'est aussi ça relève du travail politique en fait, de créer, comme Aurélien l'a dit dans son intervention, créer les médiations et les alliances, etc. C'est une réponse qui ne peut être que pratique entre guillemets. Mais cela dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que alors, est-ce que personne se bat pour la planète? Je sais pas. Je sais pas si c'est complètement vrai. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour des territoires. Et ce serait peut-être justement intéressant de réinvestir le niveau de la globalité comme quelque chose, un niveau d'action, parce qu'en fait, c'est le niveau d'action qu'on doit viser. C'est à ce niveau-là que se structure le capitalisme. Et si on n'attaque pas à ce niveau-là, en fait, on mènera toujours des luttes locales et fragmentaires qui sont très importantes, mais qui, je pense que l'expérience nous a montré, sont insuffisantes. Alors, qui, comment, là, c'est une question qui excède le registre d'une intervention spéculative, je pense. Ouais. Non, je suis assez d'accord, mais je pense pas qu'il y ait de contradiction entre le fait de partir d'où on est, c'est-à-dire, en fait, la question que tu posais, c'est-à-dire comment arriver à localiser l'antagonisme. Et c'est quand même ça une des difficultés qu'on a, quoi. C'est-à-dire un monde globalisé dans lequel, évidemment, il y a des velléités d'antagonisme, mais une grande difficulté à le localiser quelque part. Et d'un autre côté, ce que tu appelles de tes voeux, quoi, c'est-à-dire penser une stratégie globale. Mais il me semble que
Une des difficultés qu'on a, c'est que cette stratégie globale, elle a déjà lieu, mais dans le sens inverse, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en place et elle a un nom actuellement que tout le monde connaît, c'est une stratégie de guerre. Et ce qui nous manque et ce qui fait la difficulté, mais c'est bien normal, dans laquelle on est, c'est que dès qu'on pense une stratégie, on est obligé de penser en termes de guerre et donc de reposer la question des rapports entre la politique et la guerre. Alors qu'on sort de, je pense, une séquence longue de tout ce qu'on a appelé la pensée critique, qui a essayé de nous expliquer, et à l'époque ça se comprenait, qu'il ne fallait pas attendre la guerre pour commencer la révolution. Contrairement aux deux guerres mondiales précédentes. Et là, on se retrouve dans une configuration tout à fait différente, où la guerre est déjà là, où elle est pensée par ceux qui sont en face, mais nous, on est complètement démunis pour arriver à analyser ça, en dehors de la crainte que la guerre arrive. Donc, le terme que j'ajouterais à l'analyse que tu as faite et que je partage tout à fait, c'est celui de comment on doit repenser des stratégies de guerre. Autrement, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas la paix comme c'est écrit derrière moi, mais voilà, quoi. Bon, on est quand même confronté à ça. Et une question qui m'a intéressé aussi, qui fait complètement écho à ce que j'ai pu travailler de mon côté, c'est quand tu dis que l'émergence du capitalisme est quelque chose qui nous est contemporain. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu, comme s'il y avait eu une préhistoire avec tout ce qu'on connaît, les guerres d'invasion, la dette, c'est quelque chose qui est permanent. Donc le fameux truc de l'accumulation primitive, c'est le propre de l'accumulation primitive, elle n'est pas primitive, c'est qu'elle est permanente et qu'on est en permanence dans ce problème-là. Et à partir de là, je pense qu'on peut, enfin en tout cas, moi je serais tout à fait d'accord avec toi. C'est ça le conflit des temporalités. C'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est déjà passé et voilà, le capitalisme a eu lieu, nous sommes dans quelque chose qui est déjà là. Nous sommes en permanence les sujets de quelque chose qui se reproduit, quoi. Comme on parle de. Et juste mais c'est une question sans être trop long, c'est que j'ai trouvé, enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose et j'aurais bien aimé te la poser. C'est que tu parles du conflit et de l'antagonisme comme si c'était au fond un peu la même chose, quoi. Et il me semble que l'opéraïsme, c'est vraiment une pensée de l'antagonisme. Mais tu parlais de Rancière, par exemple, il me semble que Rancière, c'est une pensée du conflit. Et que ce n'est pas les mêmes pensées. Il y a des pensées du conflit qui sont souvent des pensées, au fond, du langage, de la symbolisation. Il y a des pensées de l'antagonisme qui sont des pensées de la stratégie. Et je pense que c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des conflits, il faut qu'il y ait un antagonisme préalable. Tu parlais de la ZAD, par exemple. Je me dis, c'est un peu ça, la ZAD. Il y a un antagonisme préalable qui est une occupation politique et une violence contre la violence d'État. C'est une occupation violente, c'est un antagonisme. Et à partir de cette violence-là, de cet antagonisme, se développent des conflits. Des conflits à l'intérieur de la ZAD, des conflits qui cherchent à étendre l'occupation, etc. Et voilà, je me disais, on a pris l'habitude de penser le conflit en oubliant l'antagonisme, quoi. Enfin, Oui, j'aurais rien à ajouter, mais merci pour la remarque. Effectivement, je suis tributaire d'un mélange de Rancière et de l'opéraïsme qui effectivement pose question et non, mais qui va pas de soi. intéressant, Mais non, c'est intéressant. Merci.